Enseigner, apprendre. Le numérique au service de la pédagogie pour l'éducation inclusive. C'est un peu le titre que je peux donner à cet exposé préliminaire sur la modélisation et la simulation. Bien, pourquoi j'ai dit enseigner, apprendre? Parce que les deux s'emploient dans le même contexte d'éducation-formation, mais ne signifient pas la même chose. Enseigner relève de la responsabilité du formateur, hein, euh, de façon statutaire, et apprendre relève, n'est-ce pas, de la responsabilité de l'apprenant lui-même. Voilà. Et donc, celui qui enseigne attend de l'apprenant qu'il apprenne. L'apprenant, s'il refuse d'apprendre, l'enseignement sera stérile. Donc, décider, c'est un verbe actif, donc décider d'apprendre implique donc un effort personnel à son niveau. Si vous ne voulez pas fournir l'effort, tout ce qu'on dira dans l'enseignement sera vain. Donc, enseigner, apprendre. Le numérique au service de la pédagogie pour l'éducation inclusive. Alors, j'aime bien, excusez-moi, l'intitulé qui est en haut là, c'était juste une conférence, mais bon, cette conférence que je vous donne comme formation. Euh, voilà, chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Ça, c'est le philosophe français Michel Serres. Et ça épouse effectivement, n'est-ce pas, notre contexte. Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Il est décédé en 2019, il y a seulement 3 ans. Il est né en 1930. Je précise tout ça pour dire qu'en fait, ce dont nous parlons n'est pas un effet de mode. C'est juste une logique. Pour quelqu'un qui est né en 1930 et qui défend, n'est-ce pas, l'adaptabilité pédagogique, cela veut dire que ce n'est pas un effet de mode par rapport à la jeune génération. Vous voyez déjà le film civilisationnel qui est en bas, qui illustre ces propos. On va essayer d'expliquer à notre façon ici. Alors, les premiers hommes n'avaient que comme support de connaissances, de savoir, leur être. La bibliothèque, c'est l'individu lui-même. Il y a un savant africain qui dit, à juste titre, que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça veut dire que tous nos savoirs étaient en nous. Nous portions, n'est-ce pas, tous les supports de connaissances dans notre mémoire. La tradition orale par excellence. On est d'accord? Mais après, avec la démographie, la mobilité des peuples, il va sans dire, certains ont décidé de laisser leur mémoire. On va mourir, qu'est-ce qu'on va laisser à nos. Vous aurez la vidéo, vous aurez le PowerPoint. Donc, je suppose que si je vous vois écrire, c'est pour relever des questions à me poser après. Voilà, il ne s'agit pas d'écrire ce que je dis textuellement. Si vous écrivez, c'est que c'est quelque chose qui vous a percuté, et donc vous relevez, vous me posez des questions. Ça va? Donc ne perdez pas de temps à écrire lettre par lettre, mot par mot, ce que j'ai dit. Ça va? Tout ce que je fais avec vous, j'enregistre toujours et je vous remets la vidéo. Alors là, en ce moment, c'est enregistré. Alors donc, pour laisser leur mémoire, il y en a qui ont décidé de consigner dans leur lieu d'habitation leur savoir. Donc les peintures rupestres. Nous sommes dans la civilisation des peintures rupestres. Ici, là, on pouvait dire, bon, ici vivaient des éleveurs. C'était des cultivateurs, c'était des arbres fruitiers, etc. Les archéologues nous l'enseignent. Mais la mobilité des peuples, les peuples nomades, et on continue de faire des enfants. Donc, le nombre de personnes ayant besoin, n'est-ce pas, de savoir, d'enseignement, n'est-ce pas, augmente. Les ingénieurs de l'époque se sont dit, mais on ne peut pas continuer à écrire sur les parois de nos habitations. Il va falloir concevoir des supports de connaissances amovibles, mobiles, déplaçables. Donc, naquirent donc les premières tablettes, les tablettes de pierre. Voilà, les tablettes dont on parle ne datent pas d'aujourd'hui. On parle de tablettes, mais ce sont des tablettes électroniques. Souvenez-vous les 10 commandements de Moïse. C'était sur des tablettes, ça a été gravé. Alors, il y a eu un changement civilisationnel ici. Là,
L'écriture est née, on la gratte, n'est-ce pas, sur des supports amovibles, des supports, mais quoique déplaçables, sont lourds quand même. On voyage, on se déplace, le nombre de personnes augmente, la démographie. Donc, le nombre de connaissances augmentant, les supports vont peser davantage lourd. On est d'accord? Et donc, vous souvenez-vous, Michel Serres a dit, chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Nos ingénieurs vont inventer donc le papyrus. Le papyrus. Pour alléger, n'est-ce pas, les supports de connaissances. Et il n'y avait pas beaucoup, n'est-ce pas, d'instruits. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient besoin de connaissances, qui avaient besoin d'acquérir de la connaissance. Et donc, voilà, il y avait quelques érudits, quelques privilégiés. On parlait de précepteurs, le prince, le noble. C'est lui qui avait droit à l'instruction, les autres à paysannerie et bien d'autres populations se contentaient juste de parler leur langue, voilà, vernaculaire, leur langue traditionnelle. Je parle pas de l'Afrique forcément, hein, même en Europe, c'est comme ça. Voilà. Et donc, ceux-là ne devraient se fier qu'à leur mémoire. Le chevalier, il vient au milieu du village, il déroule son papyrus, il édicte les lois du roi. Voilà, dorénavant, tout le monde doit se lever à 5 heures du matin, etc. Et tu dois retenir ça dans la tête. Tu sais pas écrire. Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. La révolution des masses, la révolution des peuples, la revendication de l'accès à l'éducation pour tous. Voilà, on va devoir, même les religieux, vous vous souvenez de Martin Luther, n'est-ce pas, je ne parle pas de King, Martin Luther, celui qui est à la base de la naissance de l'Église protestante. Voilà, vous savez que même les livres au sein de la Bible, en l'occurrence, ce que je connais le mieux, voilà, je pourrais parler de le Coran, mais je ne connais pas, donc toutes mes excuses, c'est pas du prosélytisme. Alors donc, même les Bibles étaient interdites au peuple, interdites au peuple. Il n'y avait que le clergé qui avait accès. Et donc, avec la révolution protestante, il a fallu, n'est-ce pas, dupliquer davantage de Bibles pour que tout le monde ait accès. Et forcément, avec cette révolution, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, que ce soit dans le milieu laïque, impose donc une multiplication volumineuse, n'est-ce pas, de la connaissance. Donc, vers donc la civilisation du livre. Chaque fois que la connaissance a changé de support, Michel Serres a dit, nous avons changé de civilisation. Nous sommes ici donc à la civilisation du livre. Pour ceux qui se souviennent, moi, tant de mes parents, j'étais bien collégien dans les années 80, certains parmi vous n'étaient peut-être pas encore nés. Alors, vous allez dans un salon, d'un coin du mur à l'autre, vous voyez une bibliothèque toute large, remplie d'encyclopédies, de dictionnaires et toutes sortes de livres, d'un coin du mur à l'autre. Et petit, encastré parmi les livres, une petite télévision avec deux boutons. Allumer, et puis augmenter le volume, et puis changer de... Est-ce qu'on change de chaîne même? Je sais pas. Voilà. Deux boutons, mais je sais pas quoi c'est l'autre bouton. Voilà. Bibliothèque, encyclopédie. Je me souviens quand on avait des exposés à faire au lycée, les camarades qui nous trouvaient privilégiés, mon père il était instituteur, donc il investissait dans la connaissance, alors venaient chez nous avec les encyclopédies Bordas, et c'est dans ça qu'on consultait, n'est-ce pas, ce qu'on faisait nos recherches et on rédigeait notre exposé. Mais aujourd'hui, on est dans les salons, même des ministres, même des hauts placés. Grand écran, la télévision a pris la place des livres. Grand écran, avec des amplis à côté, c'est tout. Peut-être un ordinateur quelque part, mais l'ordinateur, on les porte maintenant. Tout ça, c'est un ordinateur. Téléphone intelligent. Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Merci de le répéter de cœur. Aujourd'hui,
Nous sommes dans la civilisation du numérique, de digital age, comme on est dit dans les termes anglophones. Ce qu'on a dans ce smartphone, qui pèse à peine, je ne sais pas, 200 grammes, peut-être moins même, si on veut construire l'équivalent en termes de livres, je me demande si la ville d'Abidjan suffirait. Parce qu'il y a toutes les encyclopédies dedans. Il y a tout ce que vous voulez dedans. Un Encarta, je ne sais pas quoi, Bordas, et tout ce que vous voulez, il y a ça dedans. Supposons qu'on veuille imprimer et construire, n'est-ce pas, l'équivalent volumique en termes de papier. Je me demande si la ville d'Abidjan suffirait. Mais ça ne pèse que quelques grammes dans ma main. C'est en cela que, voilà, c'est à juste titre que les salons sont vidés de livres maintenant. Et plutôt que du numérique. Aujourd'hui même, les romans, enfin, les productions littéraires ont un équivalent livre numérique et ont un équivalent livre audio. Nous qui sommes multitâches, en tout cas, je suis tout le temps occupé. Après, j'ai oublié même qu'on avait tout. Et toutes mes excuses. Pardon. Alors, nous qui sommes multitâches, je suis en train de conduire. L'archipel de Paulo Coelho, j'ai envie de me cultiver un peu. Alors, je mets mes écouteurs et Paulo Coelho me parle à l'oreille depuis le prologue jusqu'à la conclusion de son livre. Ça dure 4 heures. Chaque fois, je fais une pause et puis après, je reprends là où je t'ai arrêté. Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Merci. Nous sommes dans la civilisation du livre, du numérique. Nous, actuellement, nous sommes à l'interface. On ne peut pas le savoir. Parce que vous voyez ce petit voyage que je viens de faire, c'est des millénaires. Pour les millénaires, mais je l'ai fait peut-être en 5 minutes. Donc, quelques dizaines d'années, c'est rien pour ça. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est en quelques dizaines d'années, on représente en quelques secondes, là. Donc, nous, on est à l'interface entre les deux civilisations, on ne sent pas vraiment le poids. Mais tiens, tenez-vous bien, on peut sentir quand même. Pour ceux qui étaient à l'université, je ne sais pas, leur première année, à votre première année, dans les amphithéâtres, dans les salles de classe, il n'y avait pas autant d'ordinateurs devant chaque étudiant, non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Du papier que du papier. Combien de personnes vont à la bibliothèque de l'université de Cocody aujourd'hui? Tout ce que vous voulez, vous consultez sur votre ordinateur. Et bien, si vous avez besoin d'une référence, même les versions PDF des documents sont là. Voilà. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire donc avant de passer, c'est le prologue, avant de passer à l'étape suivante, bon, comme ça m'échappe, j'y reviendrai tout à l'heure, si ça me revient. Alors, the guy on the left doesn't stand a chance. Une publicité en anglais. Qui peut traduire ça en français? The guy, le gars, on the left, doesn't stand a chance. Non, non, non. Bon, on va traduire de façon littérale. Le gars à gauche n'a pas de chance. Voilà, il n'a pas de chance. Le gars à gauche, qu'est-ce qu'il a? Il est Ça, c'est le côté péjoratif du noir. Le noir représente ce qui n'est pas bon, c'est dans la conception humaine, c'est vraiment dommage. Même nous qui sommes de peau noire, c'est quand c'est les funérailles qu'on porte du noir, on va nous porter du blanc pour conjurer ce sort. Alors, the guy on the left doesn't change. Il a une mallette et Osborne, n'est-ce pas, pour sa publicité, l'a peinte en noir. Et celui qui est à droite, qu'est-ce qu'il a? Il est en blanc. Il a le premier ordinateur portable. La publicité date de 1981. Le premier ordinateur portable de Osborne Computer Corporation. Et ce premier ordinateur portable, vous voyez son écran, même l'écran de Nintendo, trop grand. Et voilà, c'est vraiment l'écran de Nintendo. Vous voyez. C'est peut-être 1 décimètre sur 1 décimètre. 10 centimètres sur 10 centimètres. Et l'écriture, c'est juste plus haut, quoi. Et voyez le volume là. Hein. The guy qui a la chance là. Ouais.
le volume de l'ordinateur. Et quel est le prix? Tiens, faites attention ici, le prix. 1795 $ en 1981. Aujourd'hui, 1795 $ quand on vous donne, moi je vais collègue, ça va bien. Aujourd'hui, 1795 $ quand on vous donne, vous êtes heureux. En 81, à l'arrivée là, 2, on vous donne un intérêt en 25 000 francs. Vous prenez, certainement même, il y en a qui refusaient, ils disaient que c'était en bourse. En 81, 25 000 francs. Donc quelque chose qui coûte 1795 $, si on fait une conversion linéaire, ça vaut des dizaines de millions aujourd'hui. Mais regardez ça, regardez ce que c'est. Et en 81, le journal Times, n'est-ce pas, faisait ce journal américain qui désigne toujours l'homme de l'année, etc. Et en cette année de 1981, a désigné l'ordinateur comme homme de l'année. C'est une vision. C'est une vision. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter une vidéo. J'espère que je pourrai. Où, toujours en 81, j'ai eu la chance d'être un enfant à cette époque-là. Quand, au milieu des années 80, quand on partait au collège, du retour de la maison, on voyait des mendiers, des gens qui vendaient des montres en dessous, des montres Casio, les premières montres Casio. Pour ceux qui les portaient, on s'en moquait, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui sont de l'époque, pour ceux qui ont eu des grands-pères de l'époque, alors, on s'en moquait. Ah, ils portent sous manguier, les Casio venaient du Japon. Nous sommes en 80. Aujourd'hui, on allait acheter une montre Casio, 100 000 francs, 200 000 francs. Pendant qu'ils s'y exerçaient au numérique, ils voyaient, on sait le faire, on se moque. Aujourd'hui, de qui on se moque là? TikTok. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, ils envoient. Professeur. Mais respect. Ça va bien. Alors, aujourd'hui, de qui on se moque? TikTok, TikTok, TikTok. Pendant qu'on dit TikTok, ces derniers envoient des missionnaires dans l'espace et tout ça. Voilà. C'est dire qu'en fait, les gens font des prototypes pour s'exercer, pour s'entraîner, et ils avancent. Hein. Nous, on a choisi comme vocation d'abord. Après Casio, on a mis avec les Japonais, qui sont plus dans l'amateurisme, voilà, qui sont dans l'expertise. Les Chinois les ont suivis. Bon, nous, on est Shintok, mais diantre, qu'est-ce qu'on dira de nous un jour? Il faut accepter qu'on se moque de toi. Hein. Fais quelque chose pour que demain, on puisse t'acclamer. Ça va? Voilà. Et donc, à cette époque-là, j'aime bien mettre de l'humour dans tout ce que je fais. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Le temps. On est en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas d'étrangers parmi nous, donc je sais que tout le monde connaît Ménékélé. Et quand vous voyez ça, vous savez ce qu'il veut dire déjà. On est d'accord. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. À cause de notre Nokia 3310, ce n'est plus le temps d'aujourd'hui. Nokia 3310, dans les années 90, super promotion, Nokia 3310. 150 000 francs la promotion. J'ai encore des coupures de presse portant cette mention-là. Nokia 3310, super promotion. Aujourd'hui, on va vous donner à 30 000 francs, vous allez chiffrer la personne. Le temps qui était le temps, le temps qui est le temps. Et plus, on l'achetait à 25 000 francs. Oui. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et comment on appelle, qu'est-ce que j'allais dire encore? Tu vois, téléphone. Moi, j'ai un téléphone. Cette époque-là, dans les années 90, j'étais, ce que vous appelez master aujourd'hui, j'étais 97 en 2A. Je téléphonais à la minute à 1000 francs. La minute à 1000 francs. Aujourd'hui, si tu souscris à 1000 francs, tu as des centaines de minutes avec data internet et tout. Oui, c'était une période. La minute à 1000 francs, le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Alors ici, le temps qu'il emploie, à chaque fois qu'il emploie le temps veut dire autre chose. Voilà. En même temps, ça veut dire espace, espace temporel, je me répète peut-être,
mais l'échelle d'évolution, chose d'événements, des faits, mais ça signifie aussi valeur matérielle de l'existant du passé et de l'existant actuel. Alors, les valeurs que nous avions avant ne sont plus les mêmes valeurs que nous avons maintenant. Ça veut dire le temps qu'il emploie ici. En fait, c'est une dissertation pour ceux qui sont philosophes pourraient faire. Je ne sais pas pourquoi nos grands penseurs, comme si, même s'ils n'ont pas écrit des livres, ont fait des dissertations sur leurs pensées, au lieu de s'en moquer sur les réseaux sociaux. Je serais professeur de philosophie, j'aurais donné ça comme thème de dissertation. Voilà. Le temps qui était le temps n'est plus le temps. Dans les ministères, vous entendiez tout ce bruit là, clac, 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 clac. Vous allez dans un ministère, il n'y a que ça comme tabac, comme mélodie. Mais aujourd'hui, ça ne s'entend pas. C'est dans toutes les administrations. Je parlais de précepteurs, je parlais de support de connaissances. Il n'y avait pas autant d'élèves devant les formateurs. Avant, c'était les nobles qui avaient besoin de formation pour leurs enfants, pour le prince, pour l'enfant du duc, etc. Et donc, un apprenant pour un précepteur. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, hein. La démocratisation du savoir, plusieurs apprenants pour un maître. Et selon les contextes, il y a des apprenants qui s'asseyent à même le sol parce qu'il n'y a plus de place sur les bancs. Ils sont déjà trois sur les bancs et donc il n'y a plus de place. Vous voyez donc que chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. J'ai lu un journal hier, c'est I24 News, un journal israélien, qui dit que dans, je sais pas, dans quelques dizaines d'années, tout au maximum dans 100 ans, bon, on va dire dans 80 ans, dans 2100, il a dit, c'est-à-dire d'Abidjan à Lagos, il n'y aura pas d'interruption entre les villes. C'est-à-dire d'Abidjan à Lagos, en passant par Bassa, par Moisson, tout ça, les constructions des bâtiments, les mégalopoles, d'Abidjan à Lagos. Et que cette zone-là développerait le quart de la population mondiale. L'Afrique à elle seule sera autour de 1 milliard, n'est-ce pas, de, voilà. L'Afrique à elle seule, pas le quart, l'Afrique à elle seule. Mais je crois que quelques centaines de millions pour la zone dont je viens de parler, comprenant Abidjan. Donc, est-ce qu'on va continuer à déboiser pour construire des classes? Est-ce qu'on va continuer à construire une école? Il faut déboiser. En même temps, on parle de préservation de la nature. Voilà, ce paradoxe. Comment il faut faire? Forcément, la connaissance va changer de support parce que nous allons changer de civilisation. 3 milliards de gens sur Terre, ils n'ont pas besoin de guerre. Qui se connaît cette chanson-là? Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, dans les années 70, on n'avait pas atteint encore 3 milliards de gens sur Terre. Voilà. Et elle chantait cela. 3 milliards de gens sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de ça. Voilà. Nous sommes, et c'était alarmant à l'époque, 3 milliards. 7 milliards, nous avons 2 milliards aujourd'hui. Et dans 70 à maintenant, ça fait environ 50 ans. Et dans 50 ans, vous multipliez par 2, alors que c'est pas multiplié par 2 en réalité. On fait de nombreux enfants toujours. Bon, maintenant, comme il y a beaucoup d'instruits, on fait planning familial, il y en a qui en font 2, il y en a qui en font un. Même la Chine qui a fait un enfant par famille, aujourd'hui a libéré. On a le Chinois a le droit de faire 2 enfants aujourd'hui. Donc, vous imaginez la population mondiale demain. Si pour chaque centaine d'élèves, chaque millier d'élèves, on doit déboiser, construire une classe, vous imaginez ce que ça va donner. C'est maintenant qu'il faut penser à demain. On est d'accord? Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation. Depuis, des gens essaient de parler de e-learning, tout le monde traîne les pieds, on ne s'y met pas, on traîne les pas,
Et il se trouve que, bon, comme Dieu connaît notre bonheur et il sait que nous les hommes, on aime, excusez-moi, je ne fais pas du prosélytisme, j'évoque comme ça, ne pensez pas que je vous inciter à quoi que ce soit. Donc, ne m'en accusez pas, c'est bon. Ça va? Voilà. Alors, donc, je vais dire, je dirais la providence au lieu de dire Dieu. Ça peut mettre peut-être tout le monde à l'aise. Alors, la providence, voyons que nous avons le pas alourdi vers le changement civilisationnel. Et un savant, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais on peut chercher aussi, un savant français qui a dit que les changements civilisationnels, philosophe aussi, les changements civilisationnels sont toujours impulsés. Quand on dit impulsé, ça veut dire quelque chose qui doit arriver, mais on lui donne un coup de pouce, parce qu'en fait, la vitesse d'occurrence est tellement lente qu'il faut lui donner un coup de pouce. Donc, elle est toujours impulsée par une catastrophe. Les dinosaures ont disparu par une catastrophe. Dit-on les météorites qui ont bombardé la Terre, n'est-ce pas? La population mondiale augmente. Bon, il y en a qui vont dire c'est un complot, Bill Gates, etc. J'en sais rien. Moi, je regarde pas dans ce aspect complotiste. Donc, euh, on parle de e-learning, la population mondiale augmente, la surpopulation, tout le monde en parle, au point même d'accuser l'Afrique comme quoi c'est parce qu'on fait 8 enfants par famille que, etc., etc. Il faut anticiper sur 50 ans. Il y en a qui font des planifications, les pays développés font des planifications sur 100 ans, 200 ans. Il faut anticiper. Le e-learning est né depuis les TIS. Vous parlez de TIS, j'en parlerai tout à l'heure. Depuis les années 70, les TIS existent. On est d'accord. On est d'accord. Les Canadiens ont commencé depuis longtemps. Ceux qui sont de ma génération, j'en ai fait 2 années seulement, et puis après ils ont supprimé l'école télévisuelle. La télévision est une technologie de l'information et des communications. Et quand on dit école télévisuelle, donc c'est appliqué à l'éducation. TIC, et puis E. Depuis les années 70. Bon, pour des raisons géopolitiques, comme c'était une introduction, c'était une initiative, n'est-ce pas, du Canada, et puis bon, les pays francophones, vous savez, hein, la France. Donc, du coup, forcément, voilà, ça va être supprimé après. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle, les TIC, avec le contenu numérique. Mais les Canadiens, ils ont continué, hein, avec l'école télévisuelle, ils ont continué avec l'avènement du numérique. Voilà, ils se sont adaptés. Euh, Chez eux, là-bas, puisque le Canada est un territoire vaste, désertique, enfin, le désert glacial, comme c'est pas nos déserts secs ici. Donc, les Inuits, les Esquimaux, fallait, ils avaient droit aussi à l'éducation, mais quel enseignant voudrait y aller régulièrement quand on vient à l'école ici? Donc, ils ont mis en place l'école télévisuelle et l'école radiophonique aussi. Bon, aujourd'hui, avec les TIC, je pense qu'avec le numérique, ce sont les arrangements. Nous avons eu le privilège de visiter la télé-université du Québec. L'administration, c'est comme ça. Et ça même, c'est beaucoup de livres, hein. J'ai vu seulement 2, 3 livres. Le professeur Boutros, il a bien voulu me montrer sa bibliothèque pour me montrer la bibliothèque de l'université, pour me montrer qu'il privilégie plus le numérique que les livres. C'est la télé-université du Québec. Et donc, voilà, tout le monde, tous les étudiants sont voilà, dans les nuages, quoi. Ils sont pas dans le bâtiment. Et le bureau électronique qui, voilà, c'est toute l'université. Pourtant, c'est des milliers d'étudiants. Alors, le numérique arrive, on rechigne, on traîne les pas. Enfin, il va falloir bousculer. Voici la maladie Covid est arrivée. Tout le monde est enfermé. New York, 0 personne dans la rue. Euh, Riyad, 0 personne dans la rue. Partout, dans toutes les capitales, personne dans la rue. Tout le monde est enfermé. On parle de téléformation. Et voici, boum. Même à l'ENS, c'est à cette occasion qu'on parle de formation maintenant, n'est-ce pas, depuis 2020. Voilà, partout, à l'instar de toutes les institutions, la plupart des institutions, je ne dirais pas toutes les institutions, parce que beaucoup d'institutions déjà faisaient du e-learning. La Télé-Université du Québec
je l'appelle l'Université du Québec, non pas du Québec, je vais dire l'Université de Dalecarlie en Suède, quand j'étais sous-directeur de la formation continue ici, dans ce bureau-là. J'ai eu la chance de recevoir quelques délégués qui, passant son temps en 2012, 2000, enfin, autour des années 2010, là, euh, on parlait des effectifs pléthoriques en Côte d'Ivoire. Donc, certainement, c'est dans cette, pour nous proposer leurs solutions qui sont arrivées ici. D'ailleurs, c'est à la suite de tout ça qu'il y a l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et tout et tout. À l'Université de Dalecarlie en Suède, il y a 50, en 2014, hein, il y avait 55 000 étudiants. 55 000 étudiants. Alors que physiquement, ça ne peut accueillir que 11 000 étudiants. Je crois que c'est 65 000, je ne sais plus. Maintenant, donc, les 64 000 autres sont où? Ils sont en ligne. On ne va pas dire que l'Université de Dalecarlie forme des cadres de moindre compétence que nous qui sommes ici. On ne va pas dire ça, non. Voilà. Donc, la formation à distance, n'est-ce pas, n'est pas forcément de moindre qualité. C'est une question d'adaptation. Si vous copiez un texte dans Word et que vous voulez coller dans PowerPoint, vous avez bien mis votre mise en forme et tout, vous collez dans PowerPoint. Si vous n'adaptez pas, ce sera illisible. La mise en forme sera détruite. Donc, on transpose du livre, du présentiel au numérique. Il faut adapter. De sorte à révéler sa pertinence. Et les gens l'ont fait là, ou on le fait au Canada. On le fait ensuite en Israël. En anglais, c'est LBS Formandy. Alors, je vais vous faire écouter ce monsieur. Je vais juste quitter le PowerPoint et puis activer le Bluetooth. Alors, Madame Mazoulé, l'UNESCO vient de lancer une initiative sur l'avenir de l'éducation. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire et important de repenser l'éducation et quels sont les enjeux de cette initiative? C'est une démarche assez ambitieuse que nous avons lancée, qui vise à repenser l'éducation au regard des enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain, parce que beaucoup d'États s'interrogent sur les politiques éducatives. Il y a la question d'abord de l'accès à l'école, de la qualité de l'apprentissage, mais plus fondamentalement, tout le monde se pose la question comment est-ce que l'éducation doit évoluer au regard des enjeux du XXIe siècle, qui ne sont pas ceux d'il y a 30 ans. Et il est bon de temps en temps de se reposer cette question fondamentale et de faire évoluer la doctrine sur l'éducation. Et pour ça, il faut de la coopération, il faut de la réflexion internationale autour de ces enjeux du monde qui ont changé. Le premier peut-être, et on a beaucoup parlé, c'est normal dans cette Assemblée générale, l'enjeu du changement climatique et comment est-ce que l'éducation aussi prend en charge cette problématique. L'enjeu de la disruption technologique majeure que nous vivons aujourd'hui avec les questions de l'intelligence artificielle, des algorithmes, mais aussi de l'attention, notre attention qui est captée à tout moment par les téléphones, par les tablettes, par cet environnement numérique dans lequel nous sommes et dans lequel les générations les plus jeunes ne sont plus encore. La question de la cohésion sociale dans la diversité, la question des inégalités, toutes ces questions nous poussent à repenser non seulement les programmes, mais aussi les façons d'apprendre et peut-être aussi les lieux où nous apprenons. Donc nous avons lancé une grande réflexion internationale où on va entendre les voix du monde entier sur toutes les façons de l'apprendre. C'est avec une commission qui va être présidée par la présidente d'Éthiopie, que nous sommes ravis d'avoir à la tête de cette commission et à laquelle les universités, les gouvernements, les sociétés civiles, les experts, la jeunesse, les étudiants, les enseignants vont participer
pour redéfinir ce que doit être l'éducation du XXIe siècle. C'est ambitieux. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ambitieux, mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire, absolument. Donc, vous voyez que c'est à un niveau international que nous devons repenser l'éducation. Elle a bien insisté sur l'environnement numérique, la matrice numérique dans laquelle nous sommes tous plongés. Et il faut repenser. Quand on dit repenser, c'est vraiment faire une refondation entière de tout ça. Il ne faut pas se laisser sur. Il ne faut pas se laisser sur. Il faut se planifier. Alors, donc, c'est dans cette lancée que nous sommes. Donc, repenser les programmes, ce sera ce qu'elle dit. Alors, Madame Mazoulé. Voilà. Je vais vous faire écouter encore ce monsieur, qui est monsieur Mamadou Ndoye. Un coup de main, s'il vous plaît. La batterie est faible, là. Il y a des multiprises que j'ai envoyées. Hein. Regardez dans l'autre sac de cadeau, là. Il y a un gros multiprise. Une multiprise, excusez-moi. Ne faites pas attention à mes désaimants. Donc déjà, vous pouvez... non, c'est les devant, je sais pas ça. C'est dans le... Non, c'est bon. Prenez ça déjà. D'accord. Voilà. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est juste la théorie d'abord. Je vais brancher mon ordi là-bas. Branchez, on va continuer, non? Faut redébrancher ça. Ah, c'est pour toi. Ouais, ça c'est bon. Donc, je vais occuper ton fauteuil. What is that? Je peux placer ça directement et puis ranger l'autre. Voilà. Je vais ranger ça. Ranger ça. Bon, d'accord, comme vous voulez. Voilà, c'est bon. On peut continuer. Là, c'est le ministre Mamadou Ndoye, le ministre sénégalais de l'Éducation nationale, ancien ministre. Ancien ministre de l'Éducation nationale au Sénégal, qui nous parle un peu de sa vision par rapport, de ses attentes par rapport au TICE. Donc, vous voyez que chaque fois, tous les exemples que je donne, ce sont des personnes d'un certain âge. C'est dire que ce n'est pas un effet de la jeunesse, de la génération que je vois. Voilà, je vous fais écouter, je dépose mon micro, je sais. Je vais voir, c'est sur l'histoire. Donc, vous écoutez. Moi, je crois qu'il faut mettre en relation les principales leçons avec les principaux enjeux. Or, quels sont les principaux enjeux en ce qui concerne l'intégration des TIC dans l'éducation? Le premier enjeu, c'est d'abord réaliser l'éducation pour tous. Cela signifie que la problématique qui est posée aujourd'hui au TIC, c'est comment atteindre ceux qui sont exclus du système. Qu'ils soient des enfants non scolarisés ou des... Moi, je crois qu'il faut mettre en relation les principales leçons avec les principaux enjeux. Or, quels sont les principaux enjeux en ce qui concerne l'intégration des TIC dans l'éducation? Le premier enjeu, c'est d'abord réaliser l'éducation pour tous. Cela signifie que la problématique qui est posée aujourd'hui au TIC, c'est comment atteindre ceux qui sont exclus du système. Qu'ils soient des enfants non scolarisés ou des jeunes et des adultes analphabètes. Comment les inclure? C'est un des premiers enjeux. Un second enjeu qui est capital,
Le problème n'est pas simplement d'atteindre les personnes en matière d'éducation. Le problème de fond, c'est leur offrir une éducation de qualité. Parce que c'est une éducation de qualité qui fait l'exercice du droit à l'éducation. Mais l'éducation de qualité, les TIC peuvent y apporter quelque chose selon les 3 dimensions que j'ai indiquées. La première dimension, comment faire réussir tous. Parce qu'une école qui fait réussir la moitié de ses apprenants n'est pas une éducation de qualité. Même si elle peut être une école élitiste et d'excellence, comme on dit, mais elle n'est pas une éducation de qualité. Et cette éducation de qualité exige non pas qu'on demande aux apprenants de s'adapter à l'enseignement global, mais plutôt comment les méthodes didactiques peuvent ouvrir des espaces avec des supports, avec les TIC, permettant à chacun d'apprendre selon son rythme, son mode d'apprentissage et de réussir en conséquence. Parce que la réussite dépend de l'adaptation des opportunités d'apprentissage aux conditions et aux besoins de chacun. Deuxième élément qui est capital, c'est la pertinence de l'éducation. Parce qu'apprendre, c'est bon, mais apprendre en vue de quoi? On apprend pour résoudre les problèmes de la vie, des problèmes du travail, des problèmes de l'environnement. Eh bien, si en apprenant, on ne fait que réciter des connaissances, au lieu de réfléchir dans une situation d'apprentissage à des démarches de résolution de problèmes que l'on peut utiliser justement dans son environnement pour résoudre les problèmes que l'on rencontre, à ce moment-là, l'apprentissage risque de ne pas servir à quelque chose. Et les TIC peuvent créer des situations d'apprentissage problématiques dans lesquelles l'enfant s'engage dans une recherche comme processus d'apprentissage. Troisième élément de la qualité de l'éducation, tout cela, ça débouche sur quoi? Qu'est-ce que ça apporte à l'apprenant? Qu'est-ce que ça apporte à sa famille? Qu'est-ce que ça apporte à sa société? C'est-à-dire, quels bénéfices individuels, sociaux et collectifs on tire de cet apprentissage? Et ça pose la question aussi de l'employabilité des sortants de nos systèmes éducatifs. Mais cette employabilité est posée autrement aujourd'hui parce que les mutations sont tellement rapides, non seulement dans la vie, mais dans les professions. Un plombier d'aujourd'hui ne travaille plus sur du plomb. Il ne travaille même plus sur du tube galvanisé. Il travaille sur du plastique. Ce n'est plus un plombier en réalité. Et vous verrez tous les métiers, il y a eu des modifications technologiques qui font que les compétences acquises hier ou aujourd'hui peuvent devenir vite obsolètes. Donc quand on n'a pas la capacité de s'adapter à des situations nouvelles, de résoudre des problèmes, d'innover, quand on n'a pas appris ça à l'école, on risque de ne pas pouvoir suivre les mutations et de ne pas pouvoir les anticiper et les mettre en œuvre. Ça, c'est des questions sur lesquelles on espère que les TIC vont aider à avancer dans le cadre de l'éducation. Merci. Je suppose que vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Les vidéos sont mises à disposition, vous avez le temps de bien réfléchir là-dessus. En effet, tout l'espoir qu'il place les TICE, c'est apprendre d'abord, atteindre les esprits du système. C'est pour ça justement le thème de ma conférence tout à l'heure portait sur l'éducation inclusive. Vous avez des personnes qui ont abandonné les études parce qu'elles ont été frappées par des malheurs comme quoi celui qui s'occupait de leur scolarité n'a plus du travail, ne vit même plus. Donc, déscolarisé, obligé, n'est-ce pas, d'exercer de petits métiers pour subvenir à ses besoins, aux besoins de ses frères et sœurs. Cette personne n'a plus le temps d'aller s'asseoir en classe. Est-ce que les TIC peuvent lui permettre d'apprendre tout en exerçant ses activités? À l'évidence, oui. Déjà, vous suivez de plus beaux localités. On parle de CM de Koumax que vous suivez déjà par visioconférence, n'est-ce pas? Voilà. Au-delà même des cours que vous suivez par visioconférence, je veux dire même à la visioconférence, je ne parle de mon avis personnel, hein.
Je ne mets pas en cause tout ce qui est arrêté de façon régalienne. Je vais dire même les vidéos qui sont disponibles, vous pouvez les lire en temps voulu, sans être forcément présent. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui sont disponibles dans l'espace de cours. Moi, je n'étais pas présent, j'étais dans mon magasin, j'étais dans mon atelier de cours. J'ai pris sur play, au lieu d'écouter les gossips sur Edoxy Yao, Emmanuel Keïta et bien d'autres, j'écoute le cours de chimie générale, j'écoute le cours de physique, j'écoute le cours de didactique. Et puis, bon, je prends note. Pendant que je prends note, à mon heure de pause dans mon atelier, ou bien le soir, rentrer à la maison tranquillement, dans mon lit, ou bien à mon petit bureau à la maison, j'écoute le cours et je prends note. Si forcément avoir eu besoin de me déplacer, c'est en cela que c'est notre combat, en fait. Quand je dis notre combat, voilà, j'en fais vraiment une préoccupation majeure personnelle. Et donc, on doit atteindre vers, n'est-ce pas, les esprits du système, les concernés. Il faut que l'éducation inclusive ait un sens. Et offrir une éducation de qualité. Parce que c'est pas parce que c'est numérique que c'est biaisé, que c'est pas de qualité. Et puis la formation en ligne, ça date pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont connu les années 80, ça peut être votre encore, vos grands frères, vous avez connu certainement Éducatel. Éducatel, voilà, je vois quelqu'un dans la salle qui connaît. Ça fait partie de la formation à distance. Internet n'existait pas. Éducatel, c'est une entreprise française. Depuis la France, on vous expédie les supports pédagogiques, les supports didactiques, les supports de cours. Vous lisez et tout et tout. On vous envoie les exercices, vous les faites. Et après, vous postez. 2 semaines après, par bateau, ça arrive, par avion, ça arrive à destination. Vos encadreurs corrigent et ils vous renvoient 2 semaines après, vous recevez aussi. Donc, c'était comme ça. Il y a des gens qui ont été des diplômés, bon, pour des examens, je crois que c'était sous surveillance à l'ambassade. Voilà, si vous êtes à Oumé, parce que là, c'est là-bas que j'ai fait mon adolescence, vous êtes à Oumé, vous êtes étudiant, éducateur, vous allez à Abidjan, à l'ambassade de France, et puis vous composez. Il y a des cadres de la BAD aujourd'hui qui ont fait éducateur, qui ne sont pas assis dans une salle de classe forcément. Donc, ce n'est pas une éducation de moindre qualité. Apprendre chacun selon son rythme, je l'ai déjà évoqué. Hein, chacun selon son rythme. Je n'avais pas été présent au cours magistral en ligne. Il y a la vidéo qui est disponible, je peux la regarder en même temps. Le plus important, est-ce que je vais valider le certificat ou pas? Voilà. Donc, apprendre aussi pour résoudre des problèmes. Je vais revenir sur l'éducation des qualités. Votre téléphone portable, qui a déjà réparé son téléphone portable? Une fois, ou bien son ordinateur une fois. Voilà. Je vous mets au défi, allez demander, ça peut arriver bien sûr, mais allez demander à tous ceux qui réparent vos ordinateurs, vos téléphones, quelle est l'université qu'ils ont fait. Voilà. Ils ont appris ça pour les tutoriels, les vidéos. Ce n'est pas de moindre qualité, cet apprentissage. Grâce à ça, certains ont construit des villas. Grâce à ça, il y a des professeurs d'université qui peuvent prendre crédit auprès d'eux. Il y a des gens qui ont construit des maisons avec ça. Aller au Blague, aller à Trècheville, Samsung, renseigner. Faites un documentaire sur ces derniers. Donc, ce n'est pas de moindre qualité. Le titre de mon exposé portait sur enseigner et apprendre. C'est une dualité. L'enseignant ne vaut, de par l'essence de cette appellation, par la qualité aussi de l'apprenant. Donc, les deux doivent être de qualité. Celui qui refuse d'apprendre n'apprendra pas, même si c'est Einstein qui vient l'enseigner. On est d'accord? Celui qui refuse d'apprendre n'apprendra pas. Il faut de la volonté. Et cette volonté est vue par une motivation. Apprendre pour résoudre des problèmes.
Si vous n'avez pas de motivation, vous ne pourrez pas apprendre. Mais c'est pour ça qu'on parle de APC, situation d'amorce. Avant, on parlait de situation problème d'amorce, situation problème d'apprentissage. Bon, le mot problème, comme c'est un gros problème, on a parlé de situation d'apprentissage, mais c'est toujours un problème qu'on évoque. Si votre apprentissage ne sert pas à résoudre un problème, ça ne sert à rien d'apprendre. On est d'accord? On apprend pour résoudre un problème. Vivons dans une société où il y a toujours des problèmes. On dit problèmes, mais ce sont des dérives de la vie. Ce sont les contingences de la vie. Mais si vous apprenez votre apprentissage est stérile devant ce qui se passe, par exemple, à fond, ça ne sert à rien. On apprend l'arithmétique pour pouvoir faire la monnaie quand on va faire la boutique. Le jeune Libanais, quand son enfant sait compter, sait faire la soustraction, l'addition, la multiplication, les 4 opérations d'arithmétique, ben, il dit, bon, c'est bon, bien être mon assistant dans ma boutique, c'est bon, tu as déjà appris suffisamment. À tout il a arrêté ses études, déjà, bon, moi, je suis allé au lycée scientifique, moi, je suis allé à l'université, je suis allé à Boston, et tout, et tout. Abdul, il a arrêté depuis, mais il a 4 immeubles à Abidjan. Parce que lui, il voulait apprendre pour résoudre un problème que lui, il connaissait. Vous apprenez pour résoudre quel problème, vous? La motivation. Il faut savoir le problème qu'on peut résoudre quand on vient à l'école. Si vous n'avez pas ça, si c'est pour faire plaisir à papa, vous vous trompez. Il faut avoir un objectif, apprendre pour résoudre des problèmes. Et justement, la recherche comme processus d'apprentissage, quand on veut résoudre un problème, il y a des hypothèses qu'on va tester. Il ne s'agit pas d'écrire un article scientifique comme un chercheur, mais tout apprenant est comme un chercheur, tout enseignant aussi est comme un chercheur. On apprend, on réfléchit, on veut résoudre un problème, on fait de la recherche, on se documente, voilà, jusqu'à aboutir à ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut, on réduit par soi-même le taux de chômage, parce qu'on arrive à créer son entreprise, parce qu'on sait ce qu'on est venu chercher à l'école. On sait ce qu'on cherche. Je débouche par là, par l'employabilité. Moi, je crois que Alors, ce monsieur qui est là, c'est Denis Jacquet que nous avons eu la chance de rencontrer à Aix-les-Bains. C'est le président de DuFactory. C'est peut-être de là que j'ai inspiré le nom aussi de mon entreprise et du web et DuFactory. C'est la première association, enfin, pardon, la première boîte e-learning de France. Il n'avait que 26 ans quand il a créé cette boîte e-learning, la première boîte, dans les années 99-2000. Denis Jacquet qui dit ceci. Il est aussi président de l'association Parrainer la croissance. Il dit la génération qui arrive est une génération sans mémoire. Si on veut se voiler la face, si on veut faire la politique de l'autruche, on se fout le doigt dans l'œil. C'est une réalité. Je ne peux pas me targuer d'avoir plus de mémoire que mon grand-père, qui me racontait des histoires à longueur de journée. Combien de personnes ici peuvent raconter des contes à ses enfants? Personne. C'est d'ouvrir un livre et puis lui lire une histoire. La génération qui arrive est une génération sans mémoire, c'est vrai. Personne ne peut en discuter. La génération qui arrive est une génération sans mémoire. C'est un paramètre essentiel à prendre en compte dans la formation. C'est une génération YouTube. C'est une réalité sociale. On n'y peut rien. Quand on a inventé la machine à vapeur, là, ceux qui fabriquaient le fer à cheval, ceux qui élevaient les chevaux, puisque ça, ceux qui avaient l'argent voyageaient à cheval, avaient diligence, voilà. Mais nos parents, nous qui sommes des parents pauvres, nos parents marchaient de Saint-Ouen à Dijon. On est d'accord? Donc, quand Sadi Carnot a inventé, comment on appelle, James Scott ou James Watt, je ne sais plus quoi, la machine à vapeur. Voilà. Ceux qui font le cours de géographie, histoire en quatrième de savoir. Parce que tout ça, ce sont des noms qu'on évoque là. Alors, donc, la machine à vapeur, certainement, quand les gouvernements ont voulu construire
les premières locomotives, les véhicules utilisant les moteurs, faisant appel, n'est-ce pas, à tout ça. Les éleveurs de chevaux, les fabricants de fer à cheval ont dû rester, forcément, ont dû rester. Ah non, notre chiffre d'affaires va baisser. Ah non, est-ce que leur nom là a empêché l'émergence des véhicules, l'émergence des trains à vapeur, la disparition des diligences, la disparition des caravanes pour voyager? Est-ce que leur drogue a freiné cela? Non. L'évolution, l'évidence sociologique, l'évidence socio-technologique là, c'est pas notre humeur qui va freiner cela. C'est pas notre, c'est une génération sans mémoire. Il faut en tenir compte. Pour ceux qui pensent que c'est pas juste, je vous donne ce problème. La roue, elle tourne. Les roues arrière d'une voiture ont 0,70 mètres de rayon. Elles ont fait sur 3960 mètres 100 tours de moins que les roues avant. Calcule les roues avant, il faut les calculer. Qui peut faire ça en 10 minutes? Qui peut? Je veux quelqu'un pour lever la main, vous qui êtes licencié licence scientifique. Voilà. C'est compliqué, ça prend du temps. Il dort, le monsieur. Il n'a pas dormi le soir. Ça va? Bon, cours, ça vous ennuie un peu, peut-être? Alors, donc, c'est compliqué, j'avoue. Même moi, je prendrai un peu de temps de réflexion avant de résoudre. Mais, tenez-vous bien. Je vais vous demander si vous auriez eu votre CPE en 1923. Parce que ça, c'est une épreuve, c'est un exercice. C'est pas l'épreuve de maths. C'est un exercice de l'épreuve de maths, de certificat d'études primaires élémentaires. En 1923. Donc, celui qui a eu son CPE à cette époque, celui qui a eu son CPE il y a 10 ans et qui est maintenant à XP Polytechnique, vous pensez que celui qui a, oui, mais est-ce que le fait qu'il soit à XP Polytechnique, il fait de lui qu'il est moins intelligent? Non, mais pourtant il n'a pas fait ce CPE-là. Oui, parce qu'en fait, il faut adapter le savoir à l'évolution socio-technologique. Je vous donne une mère qui se plaint. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse pourrie jusqu'au tréfonds, mauvaise, irréligieuse et paresseuse. Elle ne sera jamais comme la jeunesse du passé. Elle sera incapable de préserver nos civilisations. Une autre plainte encore, c'est la décadence. Nos enfants qui n'obéissent plus, le langage, la Bible, les mœurs, puisse venir le jour où l'humanité finira, où les enfants ne naîtront plus, où tout pluie cessera sur terre, où il n'y aura plus à lutter contre les nuisances. Ça, c'est une mère qui se plaint. C'est une mère de quelle époque? Non, mais elle se plaint de quel enfant? Aujourd'hui, non. Ces plantes ont été découvertes sur une tablette d'argile datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Complète, 30 ans, ont été découvertes sur une tablette d'argile datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a 5000 ans, ce que nous disons de nos enfants, on disait ça à nos aïeux dont les ossements sont dans les... Il y a autre là. Est-ce que la faute est aux enfants? C'est nous qui refusons d'accepter les évolutions socio-technologiques. J'adore le vieux Melenchon qui dit avant, les enfants étaient des braves, avant les enfants étaient des travailleurs, aujourd'hui les enfants aiment la facilité, tous des paresseux, etc. C'est ce qu'on dit toujours. Mais les mêmes enfants d'avant, n'est-ce pas, ce sont les vieux d'aujourd'hui
Les mêmes enfants d'avant, donc, se plaignaient sur les vieux d'aujourd'hui, qui se plaignent des enfants d'aujourd'hui. Donc, c'est une chaîne continue des mêmes plaintes. Rien de nouveau sous la terre, sous les cieux, pardon. Voilà. Hein? Juste, c'est une schématisation. C'est-à-dire, celui-là, c'est son père qui est là. On se plaignait de lui quand il était jeune. Et ce même, il va venir se plaindre encore. Il y a un problème là. Hein? C'est un débat qui date de plus de 5000 ans. Donc, il faut qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas en réalité. Qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Hein? Parce qu'on a changé de civilisation. C'est parce que les parents ne veulent pas se l'approprier ou s'adapter ou orienter notre éducation par rapport à cette civilisation-là. C'est juste là. Nous avons changé l'air. Nous penserons forcément différemment. Ils vont en tenir. Je vais encore vous faire écouter ce téléfilm des années 80, 70 même. Ouais. Bon, quand nous on était enfants des années 80, donc sinon ça a été créé en 70. Inflexible, mystérieux et invincible, Spectreman, sans peur, il traque la pollution qui attaque, les hommes singes qui contre-attaquent, Spectreman, des millions d'années-lumière. Un mystère, Spectreman, Spectreman, ici Ordinator. Nous prévoyons un problème écologique de la plus extrême gravité dans les environs de la mer de Fuji. Il éclatera à 19h, heure locale. Voici mes instructions. Partez sur le champ, mais je vous le rappelle, vous ne devez sous aucun prétexte révéler votre identité à quiconque sur la planète Terre. Êtes-vous prêt, Spectreman? Je suis prêt. La planète Terre. La ville, Tokyo. Comme toutes les villes à la surface du globe, Tokyo est en train de perdre la bataille contre ses deux ennemis les plus mortels, la dégradation de la nature et la pollution. En dépit des efforts désespérés de toutes les nations, l'air, la mer, les continents perdent de plus en plus leur capacité à entretenir toute forme de vie. Quel est leur dernier recours? Spectreman. Excusez-moi, j'aime bien illustrer mes conférences par ces genres d'images iconographiques qui peuvent nous rappeler certaines choses et mieux percevoir ce que je veux dire. Tout à l'heure, j'ai parlé des Japonais, j'ai parlé des monstres Casio. Vous voyez, le téléfilm Spectreman est né a été créé en 1971. Ça va? Aujourd'hui, tous les enfants japonais qui ont regardé, les enfants à travers le monde qui ont regardé, ça a été conçu par les Japonais. Les Japonais ont aujourd'hui 50, 60 ans. On est d'accord? C'est pour ça que je dis que les pays développés font des planifications sur des dizaines d'années. Et c'est dans les années 80, 10 ans après, qu'on voyait les sous-manguiers Casio qui venaient du Japon pendant que eux, ils s'entraînaient dans le numérique. Le Japon n'a pas de sous-sol riche, comme chez nous en Côte d'Ivoire ou Paris, alors, donc, excusez-moi, hein, je crois que mon ordinateur s'est planté, ça